Et dans un premier temps, je vous propose de laisser la parole à Pierre-Marie, qui est donc le fondateur de UNUP. UNUP qui nous accueille ce soir et accueille Laurent pour son meet-up Faites entrer BDD. Pierre-Marie, est-ce que tu es... Ouais, Natacha, merci de me donner la parole. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Ouais, c'est fluide, cool. Pour moi, là, ça buguait un peu là quand tu parlais, Natacha. J'espère que c'était fluide pour les autres. Je sais pas. Ouais, je vais prendre la parole 1 minute. Il y en a certains qui me connaissent ici. Pas tout le monde. Je vais pas trop me présenter. Ceci dit, quand même en un mot, je suis le cofondateur de UNUP, entreprise qu'on a lancée avec mon associé il y a 2 ans. À la base, je suis ingénieur en informatique et j'ai toujours travaillé dans le monde des sociétés de services. Et justement, il y a 2 ans, avec mon associé, on a voulu réinventer un peu, on va dire modestement, les sociétés de services, parce qu'on était parti d'un constat, c'est que très souvent les consultants ne choisissaient pas les projets sur lesquels ils bossaient. Les consultants subissaient entre guillemets un peu les projets, les missions, ils n'avaient pas trop leur mot à dire. On trouvait ça un peu dommage. Et le deuxième constat qu'on a fait avant de monter UNUP, c'était de se dire que souvent les développeurs, les testeurs, les PO, les AMOA, étaient des devs, des testeurs, des PO, des AMOA, mais pas des acteurs de leur entreprise. À part faire leur métier, ils n'apportaient pas toute leur créativité pour faire développer dans la boîte. Et donc, du coup, on est parti de ce constat pour monter l'entreprise UNUP et justement promettre 2 choses principalement, en tout cas 2 éléments différenciants pour que vous nous connaissiez. Les consultants ont le choix de leur mission. Ce ne sont pas des freelances, ce sont des salariés, mais ils ont le choix de leur mission. On a une force commerciale suffisamment forte pour que les consultants aient le choix de leur mission. Et la deuxième promesse qu'on propose, c'est de dire qu'on va co-construire l'entreprise ensemble en mettant en place une boîte assez horizontale où chacun a son mot à dire. Et sur un système d'intelligence collective et de vote, on va pouvoir prendre les grandes décisions de l'entreprise ensemble. Donc voilà, ça c'est la grande idée de l'entreprise. Ça m'a pris 1 minute, je ne vous ai pas trop embêté. Et puis pour vous dire ce qu'on fait, on accompagne nos clients dans la mise en place de leur software, de leur logiciel, de l'expression de besoin jusqu'à la mise en prod. Donc on a 3 principales activités, le design, le build et le testing. C'est pas compliqué, en plus c'est notre baseline, UNUP, design, build et testing. Donc dans le design, on va retrouver toute notre activité autour justement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On a des business analysts, des product owners, des PPO, des concepteurs fonctionnels, des concepteurs aussi d'interface UX/UI. Dans notre activité de build, on va construire les applications avec nos clients. Donc on a des architectes, des développeurs, des lead dev, des DevOps. Et puis dans la partie testing, qui nous concerne plus particulièrement ce soir, on a des automaticiens de test et des testeurs fonctionnels. Voilà, donc nous on couvre toute la chaîne de production logicielle par tous ces profils qui composent l'entreprise. UNUP, c'est une petite centaine de personnes aujourd'hui, principalement réparties, même exclusivement réparties entre Nantes et Rennes. On a monté une filiale à Rennes il y a peu de temps. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à écrire des petits messages dans la discussion. Ou sinon, mon adresse mail, vous allez la trouver facilement sur LinkedIn. Vous rentrez en contact avec moi, je me ferai un plaisir de vous parler de ma boîte. En général, on aime bien parler de ce qu'on aime bien et moi, j'aime bien ma boîte. Voilà. J'en reste là, je vous embête pas plus longtemps et je te laisse, Natacha, je te laisse la parole, Laurent, comme vous voulez. Et du coup, c'est au tour de Laurent. C'est parti. On se lance. Faites entrer de BDD. Yes, merci Pierre-Marie, merci Natacha. Je vais vous, tant qu'à faire, projeter mon écran. Je pense que ce ne sera pas plus mal. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour ce nouveau Meetup by UNUP. Je me présente, je suis Laurent Fourmi-Mangin. Je suis automaticien de test donc, chez UNUP depuis quasiment 2 ans bientôt. Et voilà, je trempe un peu dans l'automatisation depuis un peu plus de 6 ans. Et voilà, le thème de ce meetup, donc c'est le BDD, le Behavior Driven Development. L'idée de ce meetup est venue assez naturellement. Tout au long de mon parcours, de mon expérience, j'ai pu voir un peu des projets, des équipes. Et le constat que j'en ai tiré, c'est que très souvent, le BDD, il était souvent vu ou implémenté, enfin voilà, considéré en tout cas, par le bout technique, on va dire, de la lorgnette. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. C'est quelque chose qu'on entend très souvent justement dans les équipes, c'est chez nous, c'est bon, on fait du BDD, on utilise Cucumber. Donc c'est un peu dommage et c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de ce qu'on peut retrouver dans les équipes agiles, nous, vous inquiétez pas, on est agile, on est dans l'agilité, on fait des daily meetings.
Bon, c'est des daily meetings de 45 minutes, une fois tous les 2 jours, etc. Mais vous inquiétez pas, on fait des daily meetings, on est agile. Donc voilà, très souvent, enfin, la raison centrale du BDD de ce point de vue-là, elle est souvent totalement occultée. Et cette raison centrale, on va le voir tout au long de ce talk, bah, c'est la communication tout simplement. Cucumber, l'automatisation, les tests, c'est pas le BDD, c'est pas le centre du BDD, c'est un outil, on verra, qui va nous permettre d'y avoir une symbiose avec la pratique. Mais voilà, c'est pas un outil de test. Le BDD, c'est vraiment un outil de développement, enfin, qui va s'inscrire sur tout le cycle de développement de nos produits. Donc, pour entrer un peu dans ce voyage, je vais vous proposer de faire ça en trois points. Le premier, c'est de faire un peu un historique. Je pense que pour comprendre, connaître une pratique, c'est important de savoir d'où elle vient, pourquoi elle a été développée, quelles étaient les problématiques à la base qu'elle était censée adresser. Donc, on va faire ça dans un premier point. Dans un second temps, on va revenir dans le présent et voir justement c'est quoi aujourd'hui les fondamentaux du BDD, de son implémentation. Donc, on va parler, les fameux mots-clés qu'on retrouve un peu partout, le Gherkin, le Tres Amigos, etc. Et dans un troisième temps, après avoir bien bachoté sur la partie théorie, on va voir un peu de pratique avec une petite démonstration très, très rapide, non pas tellement de l'automatisation en tant que telle, mais de la symbiose qu'on peut avoir entre, encore une fois, l'implémentation du BDD, ses préceptes, ses principes, et la partie automatisation, test, qui, encore une fois, n'est pas le point central, mais on va voir que ça produit une certaine symbiose. Donc, sans plus tarder, hop, excusez-moi, hop, sans plus tarder, donc un peu d'histoire. On va revenir un peu en arrière, il y a quelques années, quand on était un peu tous jeunes et fringants, enfin pour tout moi. Donc, 2003, un certain Dan North qui sorte de coach agile, tech lead, facilitateur, bref, qui intervenait au sein de plusieurs équipes. Et ce fameux Dan North avait pour mission d'inculquer les préceptes, de faire entrer les préceptes du TDD au sein des équipes de développement de son entreprise. Donc le TDD, un petit rappel très rapidement, vous retrouverez tout souvent ce petit schéma est appelé sous les termes red, green, blue, donc rouge, vert, bleu. Donc c'est un peu les 3 étapes, et le principe c'est d'écrire tout d'abord les tests avant même d'avoir écrit la première ligne de code, écrire le test le plus simple pour ce qu'on veut développer. Ensuite écrire pareil le bout de code le plus simple qui permet de passer le test, et ensuite refactoriser, et ainsi, le test passe au rouge, et ainsi de suite. Et donc l'idée c'est vraiment c'est le test first. On implémente les tests avant même la première ligne de code. Donc, notre ami Dan North, donc, il essaie d'inculquer les préceptes du TDD à ses équipes. Et je pense que là, ça va parler à beaucoup de développeurs qui sont autour de la table aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui commencent. Il sent que c'est compliqué. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Les premières, c'est quoi tester, quoi ne pas tester. Enfin, je suis développeur, j'ai des classes, j'ai toute une code base. J'ai des classes, j'ai des méthodes, j'ai des drivers, des managers, tout ce que vous voulez, qui sont éclatés, un peu étalés dans des bouts de code aux 4 coins de mon produit. Et je veux bien faire du TDD, j'ai pas de souci, mais qu'est-ce que je teste? Et par extension, qu'est-ce que je ne teste pas? J'ai ma fonctionnalité, il y a des cas passants, il y a des cas non passants, il y a des cas aux limites. Je teste quoi? Je teste, comment je me débrouille? Corollaire, c'est de la même manière par où je commence. Encore une fois, j'ai des classes, j'ai tout plein de choses. OK, je sais quoi tester, quoi ne pas tester, mais je commence où? Et de la même manière, comment je nomme mes tests? J'ai un test, c'est un cas passant, je l'appelle comment? Test cas passant. Et si j'ai un deuxième test cas passant numéro 2, voilà, tout un tas de questions qui ont peut-être des réponses simples, peut-être pas, mais qui remontent souvent dans les équipes. Et de la même manière, c'est
j'ai tout un tas de tests, des tests kappa 101, 2, 3, etc. J'ai un test qui échoue. Bah, enfin, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider à avoir une analyse plutôt rapide, pour comprendre pourquoi un test échoue, pour analyser plus rapidement. Donc, armé de toutes ces questions, notre fameux Dan North, bah, il commence un peu à phosphorer, un peu à réfléchir, et voilà, il teste des petites choses à droite à gauche au sein de son équipe. Première chose qu'il teste, première chose qu'il essaie de mettre en place, il dit OK, un truc très, très, très simple. Comment je nomme mon test? Bah, le nom de ma méthode de test, c'est une phrase. Déjà, tout simplement. On arrête avec les tests cas passants, tests cas non passants, numéro 2 ou quoi. C'est une phrase. Je teste le login et je teste que je peux me loguer, je ne peux pas me loguer avec un utilisateur inexistant. Voilà, j'ai le nom de mon test. Et il va même, au fur et à mesure, il va même encore plus loin. Il dit, bah, on va essayer d'utiliser un template. Mon test devrait faire quelque chose. Ou enfin, plutôt mon applicatif, mon application devrait faire quelque chose ou ne devrait pas faire quelque chose. Typiquement, mon application devrait loguer un utilisateur existant ou ne devrait pas loguer un utilisateur inexistant. Vu comme ça, on dit ouais, ok, super, bon bah c'est un peu verbeux, mais soit pourquoi pas. Mais il se rend compte très vite, enfin ces équipes se rendent compte très vite que ça a plusieurs effets super bénéfiques. Le premier, bah, c'est que bah, ça permet de commencer un peu à garder les tests un peu focus, un peu concentrés. Voilà, un truc tout bête, hein, en une phrase, on ne peut pas écrire 40 comportements, on ne peut pas écrire 40 choses dans une phrase. Donc ça permet tout de suite de bien séquencer les choses. De la même manière, le nom de la méthode qui est expressif comme ça, bah, ça aide énormément quand un test il échoue. Si dans ma liste de 500 tests unitaires, j'ai le test login cas passant numéro 5 qui échoue, il va falloir que j'aille creuser. Si c'est le test qui échoue, c'est ne devrait pas loguer un utilisateur inexistant, ah, je sais que j'ai touché à quelque chose ici tout à l'heure, je sais, enfin tout de suite, j'ai l'analyse qui est fortement aidée. Et troisième chose, bah, c'est qu'on se rend compte que très vite, bah, ça aide tout simplement à documenter notre applicatif. Bah, on a toute cette liste de méthodes, devrait faire ceci, ne devrait pas faire cela. Bah, qu'est-ce que fait mon applicatif? Bah, mes tests, tout simplement, documentent mon applicatif. Tout simplement. Et au fur et à mesure qui commence à implémenter ces choses, bah, il y a une sorte un peu de glissement sémantique du mot test vers le mot comportement. On se rend compte que, bah, on s'en rend compte nous aussi au quotidien, le mot test, il est quand même assez clivant, il est assez chargé, limite émotionnellement au sein des équipes. C'est quelque chose qui est assez clivant, assez chargé. Et il se rend compte que plus que test, en fait, ce qu'on veut vérifier, c'est pas tester des choses, c'est vérifier les comportements de notre application. Donc voilà, ça permet doucement aussi de déculpabiliser les gens, enfin voilà, encore une fois, d'enlever un peu la chape de plomb au-dessus ou autour plutôt du mot test, et ça commence à faciliter un peu les choses. Donc voilà, il a plusieurs réflexions comme ça qu'il essaie d'implémenter, de tester un peu à droite à gauche au sein de ses équipes, et bah, toutes ces réflexions, il commence un peu à les partager avec un collègue à l'époque qui est business analyst. Et en discutant avec lui, en lui expliquant un peu ses problématiques et voilà, quelle est sa réflexion, vers où il veut aller, ils se rendent compte très vite tous les deux que ces préceptes, les phrases, le truc du comportement, enfin non pas test, mais comportement, etc., c'est tout à fait applicable aux problématiques que peut rencontrer le business analyst lorsqu'il définit ses exigences, ses critères d'acceptation. Donc tous les deux, ils commencent à travailler ensemble et ils se disent, essayons de développer un peu un framework, une sorte de grammaire consistante qui soit conjointe aussi bien aux développeurs qu'aux analyses, qu'aux métiers, enfin voilà, que toutes les parties prenantes du projet se retrouvent autour d'un framework. Encore une fois, on ne parle pas technique, on ne parle pas encore test ou quoi que ce soit, mais d'un framework de langage tout simplement, qui soit commun à tout le monde, parce que c'est un truc qu'on voit tous les jours. À partir du moment où on met dans une pièce deux personnes, les ambiguïtés commencent, au niveau de la communication, les ambiguïtés commencent direct. On a tous
des idées un peu différentes sur tel mot, etc. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de partager une grammaire, du vocabulaire commun pour essayer de lever toutes ces ambiguïtés et de pouvoir communiquer efficacement. Et donc, dans cette optique, bah, ils vont définir deux templates, en quelque sorte, deux templates de langage qui peuvent leur permettre de décrire à la fois les exigences et les critères d'acceptation. Le premier, pour les exigences, c'est par exemple en tant que un certain utilisateur, enfin voilà, en tant qu'un certain rôle, grosso modo, à qui va bénéficier l'exigence que je veux, le comportement que je veux intégrer. Je veux faire quelque chose, donc c'est grosso modo ma fonctionnalité, et afin de, bah, c'est quelle valeur, quelle est la plus-value d'un point de vue métier. Donc là, vraiment, c'est le business analyst, c'est le PO qui connaît le métier, enfin la valeur que peut apporter cette exigence, cette fonctionnalité au métier. Donc typiquement, en tant que conseiller financier, je veux visualiser les informations personnelles du client afin de pouvoir lui proposer les offres les mieux adaptées. Donc ça, c'est une première chose, ça leur permet, voilà, du point de vue des exigences, d'avoir une certaine nomenclature, un certain framework, un vocabulaire en quelque sorte, qui leur permet de communiquer, que ce soit parfois entre le métier, les testeurs, les développeurs, toutes les parties prenantes. Et le deuxième template, là, je pense que ça va parler à beaucoup, bah, c'est les critères d'acceptation, et là, le fameux given when then dont on entend très très souvent parler, mais tout simplement, bah, étant donné un contexte, lorsqu'une action se produit, alors ce résultat est attendu. Donc, très clairement, on voit, bah, voilà, c'est une c'est description d'un comportement, on a un contexte initial, l'action qui déclenche le comportement, la vérification que le comportement est bien attendu. Donc voilà, ça leur permet de commencer, encore une fois, à décrire, à mettre en place ce framework, ce vocabulaire commun. Et enfin, parce que pour boucler la boucle, il ne faut pas oublier que quand même à la base, business analyst, etc., oui, mais sa problématique, c'était le TDD, c'était vraiment au cœur du test, au cœur de la technique. Et ce qui pour moi est la plus-value vraiment, enfin le truc ultime en quelque sorte de toute cette démarche, c'est de dire, OK, bah, j'ai des templates d'exigences, de critères d'acceptation, mais par contre, ces critères d'acceptation, je veux faire en sorte qu'elles soient exécutables. Et c'est là que va naître un peu qui va commencer à développer ce qui est un peu l'ancêtre de Cucumber, qui va lui permettre d'utiliser du coup ces templates d'exigences, de critères d'acceptation pour en faire vraiment bah, voilà, des spécifications exécutables, des critères d'acceptation exécutables qui soient la base des tests et qui permettent bah, voilà, tout au long de cadencer, tout au long du développement logiciel, d'avoir encore une fois, c'est vraiment le truc à retenir, un vocabulaire commun qui permette de communiquer. Tout ça, c'est une bien jolie histoire, ok. À l'époque, ils ont fait tout ça, mais aujourd'hui, vous allez me dire, c'est quoi le BDD, comment ça se présente, comment on implémente tout ça. Donc, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite phrase qui pour moi est centrale et justement capture pour moi ce qui est l'essence même du BDD et de sa plus-value. Donc une phrase de Liz Keogh qui dit que avoir des conversations est beaucoup plus important que de capturer ces conversations, qui est encore même plus important que d'automatiser ces conversations. Donc pour reprendre encore ce que je vous disais en introduction, c'est bien garder en tête que le BDD, c'est pas un framework de test, c'est encore moins un framework d'automatisation. Si on voulait caricaturer, c'est un framework de dialogue, de conversation, tout simplement. Le Cucumber, tout ce que vous voulez, ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'un outil, c'est qu'un moyen qui va aider à apporter de la plus-value, mais tout est dans la conversation. Donc, si on essayait un peu de poser une définition du BDD, pour moi, ce serait un peu celle-ci. Le Behavior Driven Development, c'est un processus qui permet de découvrir, spécifier et piloter le comportement souhaité d'un système. Donc, on retrouve notre fameux comportement et surtout, on retrouve les trois axes, les trois mots-clés, les trois points centraux du framework, de la pratique, c'est la découverte, la spécification et le pilotage. Voilà, c'est une activité, enfin, c'est un framework qui va nous permettre de couvrir ces trois steps. C'est vraiment les trois idées directrices. Donc,
de la pratique, du coup, ces trois activités, ces trois lignes directrices, ces trois choses, comment ça se présente? Donc, découvrir, spécifier, piloter. Vous l'avez compris, je crois que on l'a assez vu là dans la petite côte. L'outil principal, le point principal, c'est la conversation. Et de cette conversation doit émerger du coup tout un tas d'exemples qui vont illustrer en quelque sorte le comportement attendu. L'idée, c'est vraiment de dialoguer, de converser entre toutes les parties prenantes du projet pour arriver à une compréhension commune et à faire émerger voilà, des exemples. Et donc, effectivement, le point central, le bénéfice central, principal de la conversation, bah, ça va être de, effectivement, partager cette compréhension commune, ces règles, ce vocabulaire, cette grammaire. Et cette grammaire, ce vocabulaire, il va être commun, encore une fois, l'idée centrale, enfin, il va être commun pour toutes les parties prenantes, que ce soit dev, que ce soit métier, que ce soit testeur, tout le monde va parler le même langage et tout le monde va s'accorder sur qu'est-ce que des choux, qu'est-ce que des carottes, grosso modo. Et cette compréhension commune, par la suite, bah, elle va nous permettre de servir de socle, de piloter du coup l'implémentation du comportement du système. Encore une fois, à partir de ces spécifications, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'équerre sur qu'est-ce que le comportement attendu. Le PO dit qu'est-ce que, enfin, le PO, tout le monde se met d'accord avec le PO sur quel est le comportement attendu. Le développeur sait quel est le comportement qu'il doit développer. Le testeur sait quel est le comportement que doit avoir le produit. Voilà, ça permet, enfin, encore une fois, le point central, la compréhension commune. Et pour finir, le petit quatrième point, et ça, encore une fois, pour moi, c'est la plus-value ultime, c'est que bah, ces exemples, cette compréhension commune, bah, ça va nous permettre de produire ce qu'on va appeler des spécifications exécutables. C'est-à-dire, bah, on verra par la suite, nos templates, là, given when then, etc., bah, ça va être notre spécification, elles vont être exécutables. C'est ça qui va nous servir de test, c'est ça que nos tests vont exécuter. Et de bout en bout de la chaîne de développement, depuis la spécification jusqu'au test, jusqu'à la documentation même, on verra plus tard, ben voilà, on parle le même vocabulaire, on parle de la même chose. Donc, découvrir, spécifier, piloter, notre première activité, la découverte. Donc, dans la pratique, on va souvent entendre parler du fameux Tres Amigos. L'idée, c'est que les Tres Amigos, donc ça représente un peu les trois parties prenantes principales, on va dire, enfin, celles qui sont obligatoirement, en quelque sorte, à cet atelier découverte. Donc, on va voir le métier, la qualité, donc, via le testeur, et les devs/ops. Donc, le principe central, c'est d'avoir ces trois casquettes, ces trois esprits critiques, en quelque sorte, ces trois expériences différentes, ces trois visions différentes des choses, pour permettre d'itérer justement, bah voilà, de découvrir les comportements et de faire émerger les exemples, les critères d'acceptation. Parce que bah, on va vraiment avoir des esprits un peu différents, chacun va apporter sa plus-value. Le métier, souvent à travers le product owner, bah, lui, il connaît les règles, il connaît justement le comportement attendu, il connaît la valeur que doit apporter chacun de ces comportements. Lui, le côté qualité, lui, le testeur, bah, il va penser testabilité. Il va commencer à penser, OK, cas aux limites, ouais, d'accord, et comment ça se comporte dans ce cas-là, et est-ce qu'on a pensé si ceci, si cela. Il va penser aux exceptions à la règle. Voilà, tout ce qu'un testeur peut avoir d'esprit critique. Et de la même manière, côté dev, côté ops, bah, on va avoir faisabilité technique, enfin voilà. Chacun va apporter un peu sa vision de la chose et va permettre encore une fois, point central, la conversation, va permettre de faire émerger les exemples et de partager la compréhension commune. Donc voilà, à partir de la story, on va pouvoir faire émerger les critères d'acceptation, les exemples. On pourrait faire des talks entiers dessus. Il y en a, vous pourrez en trouver beaucoup de documentation en ligne. Je mets quelques exemples de types d'ateliers de découverte. L'exemple mapping, le feature mapping, c'est pas, enfin, voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Je vous dis, vous trouverez ample information en ligne, mais voilà, sachez qu'il existe tout un tas de types d'ateliers qui vont permettre, par certaines règles, de faciliter et de cadrer en quelque sorte ce dialogue, cette conversation. Donc, on vient de voir la découverte.
Le deuxième point, le deuxième mot-clé, la deuxième idée directrice, c'est la spécification. OK, c'est très bien, on dialogue, on commence à trouver les cas limites, la testabilité, tout ça. On commence à voir apparaître nos exemples, nos critères d'acceptation, mais comment on va pouvoir les spécifier? Bah, tout simplement, on l'a vu en entrée, hein. On va reprendre les fameux templates imaginés à l'époque par Dan North et son collègue business analyst. On va retrouver notre template pour les exigences en tant que je veux afin de, et on va retrouver nos critères d'acceptation, nos exemples, le fameux given when then. Donc si on voit un peu le schéma, donc c'est vraiment ça, c'est nos exigences sont décrites par des exemples, ces exemples sont matérialisés en quelque sorte par des tests, et ces tests vérifient l'accomplissement des exigences. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui se répond. Si on prend un exemple bateau qui nous servira après pour la démo, on imagine une application toute bête, une calculatrice, et donc notre exigence en tant qu'élève, donc encore une fois, à qui va bénéficier notre fonctionnalité. Notre fonctionnalité, je veux pouvoir diviser de nombres, et la plus-value, ce que va nous apporter cette fonctionnalité, c'est de pouvoir réaliser des calculs plus complexes par la suite. Et donc, en discutant, encore une fois, nos tres amigos, je ne l'ai pas mentionné, mais on dit tres amigos, encore une fois, pour les trois dev, PO, métier, qualité, dev/ops. C'est les trois principaux, les trois qui sont, j'ai envie de dire, à chaque fois ici, mais ce n'est pas limité à ces trois rôles-là. Si, pour une raison XY, sur une exigence, sur une fonctionnalité, sur un cas particulier, il y a besoin d'une autre partie prenante, typiquement, je ne sais pas, le juridique, la maintenance, le support, etc., rien n'empêche d'inviter ces parties prenantes et, encore une fois, d'avoir des visions différentes, des axes, des pensées différentes pour faire émerger le tout. Donc, pour reprendre notre exemple de notre calculatrice, donc en discutant, nos tres amigos, qui peuvent être plus de 3, se disent, OK, voilà les exemples de notre division. Lorsque je divise par 10, 10 par 2, j'obtiens 5. OK, super. Moins 10 par 5, j'obtiens moins 2. Très bien, on commence à avoir quelques exemples. Et là où, encore une fois, va émerger, va être utile de la conversation, et encore une fois, les trois esprits critiques, les X, même les N esprits critiques autour de la table, on va pouvoir commencer à dialoguer. Et des choses qui auraient été dans des specs, soit une ambiguïté, soit pour le métier, divisé par 0 pour le métier, c'est totalement évident que ça ne se fait pas. Donc voilà. Par contre, est-ce que pour le dev, c'est totalement évident? Non. Donc voilà, éliminer l'implicite. Donc on va pouvoir, est-ce qu'on peut diviser par 0? Et si on divise deux négatifs, est-ce qu'on peut le faire? Et est-ce que ça, voilà, est-ce qu'on peut diviser par une lettre? Voilà, des exemples tout bêtes là, mais vous voyez tout l'apport qu'a ce type d'atelier, ce type de conversation. Pourquoi faire émerger justement la conversation? C'est le point central et c'est le point essentiel. Et encore une fois, je me redis, mais pour moi, c'est le point central. Le BDD, on n'est pas sur de l'automatisation, on n'est pas sur du test, on est sur de la conversation, on est sur du dialogue, on est sur faire émerger, éliminer l'implicite, faire émerger un peu une compréhension commune de notre produit. Donc on a vu la découverte, on est en train de voir même la spécification avec nos deux templates. OK, très bien, mais comment ça se présente dans la vraie vie en quelque sorte? Comment ces templates, je vais les utiliser? Donc, tout simplement, le fameux langage Gherkin dont on entend souvent parler. L'idée, c'est que, voilà, c'est Gherkin, si vous voulez, c'est un nom qu'on a mis derrière justement ces templates, les fameux given when then. Donc, c'est un langage simple et textuel qui va nous permettre de spécifier un peu notre comportement. Donc, on va voir, pour toute personne qui a au moins une fois dans sa vie soit rédigé, soit ne serait-ce qu'exécuté un test, on va retrouver, on réinvente pas la roue, on va retrouver le mouton. Un comportement, c'est tout d'abord un test, en quelque sorte, c'est tout d'abord un contexte. Pour pouvoir tester, j'ai souvent besoin d'avoir un état initial, ne serait-ce que d'ouvrir le navigateur sur la page web que je vais tester. Tout bête. Et donc, c'est le fameux arrange de nos tests. Après le contexte, on va voir notre action, le fameux acte. Donc, lorsqu'une action intervient, donc on voit qu'on va retrouver
not given, not when, et donc forcément notre then, la conséquence. Donc voilà, la spécification, le langage Gherkin est vraiment, voilà, c'est le given when then, et vraiment voir ça comme les bases du test. Encore une fois, n'importe qui a un jour écrit un test ou exécuté un test, utilisait en quelque sorte de façon implicite ce template-là, le contexte, l'action, la conséquence. Et donc, dans la pratique, comment ça se traduit? Sous forme tout simplement de fichiers texte, qui en l'occurrence sont des fichiers .feature, mais c'est des fichiers texte, rien d'extraordinaire, dans lequel on va écrire nos spécifications avec nos templates. Donc on retrouve là sur la gauche dans le cadre vert, voilà, pour notre application, notre petite calculatrice, on a une fonctionnalité d'addition de deux nombres. On retrouve en tant que je veux, afin de, pour apporter de la valeur, apporter de la documentation sur justement la valeur attendue par notre fonctionnalité, par notre feature, qui va nous permettre aussi d'avoir du concret derrière sur pourquoi on veut justement ces comportements. Et on va retrouver, là en l'occurrence, deux scénarios, un qui va additionner deux nombres positifs et un autre deux nombres négatifs. Et donc, nos scénarios, nos exemples, notre spécification exécutable, on retrouve le étant donné, lorsque, alors, le given, when, then. Sur la droite, dans les deux cadres rouges, c'est pas du tout c'est pas le cadre de ce talk, mais je voulais quand même les mettre parce que c'est un peu les à ne pas faire, si vous voulez. À gauche, on a un peu le do et à droite, un peu le don't. Je voulais quand même les mentionner parce que c'est des choses qu'on voit assez régulièrement et qui, pour moi, passent du coup un peu à côté du bénéfice de l'intérêt de ces fameux templates. Le premier, qui est peut-être un peu le moins grave, entre guillemets, c'est, on va dire un peu l'exigence qui n'apporte pas de valeur, la description d'exigence qui n'apporte pas de valeur. En l'occurrence, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir additionner deux nombres afin de pouvoir faire une addition. OK, en tant qu'utilisateur, quel utilisateur, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est pour le service financier, le service juridique? Il n'y a pas de contexte sur à qui ça va apporter de la valeur. Bon, l'action, on va dessiner deux nombres, là, il n'y a pas c'est difficile de se tromper. Et la valeur, pouvoir faire une addition. De la même manière, je ne sens pas la valeur. Qu'est-ce que la fonctionnalité, ce qu'on va développer, ce qu'on va tester, ce comportement, qu'est-ce qu'il apporte? On n'en sait trop rien. Et le deuxième, en bas à droite, là, qui est un peu plus, qu'on retrouve beaucoup plus fréquemment, et que j'appellerais un peu le scénario écrit le nez collé à l'écran. C'est un scénario qui, justement, va pas tellement se baser, décrire le comportement, mais plus décrire en quelque sorte la solution. Typiquement, c'est les scénarios où on va dire, on retrouve souvent en plus dans quand c'est une application, un workflow, un comportement un peu complexe, on va retrouver un scénario qui fait 10 mètres de long avec toute une suite de et. Lorsque je clique sur tel bouton et que je remplis tel champ et que je remplis tel autre champ et que je clique sur le bouton, c'est un scénario qui est vraiment collé sur l'écran. Demain, si l'IHM bouge, c'est plus un bouton, c'est un menu déroulant, que sais-je. Mon test, il est obsolète, il faut que je le réécrive. Alors que si je m'étais basé sur le comportement, tout le monde le comprend, je ne me base pas sur la solution. S'il y a une évolution demain de l'interface, etc., le comportement, il n'est pas changé, c'est juste la solution qui répond au comportement qui a été modifié. Donc voilà, encore une fois, c'est un truc qu'on voit assez régulièrement et qui pour moi passe un peu à côté. Donc voilà, je voulais le mentionner aujourd'hui. Donc, si on reprend notre cheminement, nos trois idées directrices, donc encore une fois, c'est un processus qui permet de découvrir, on l'a vu, spécifier, et donc maintenant, piloter. Donc tout ça, c'est bien beau, on a fait nos spécifications qui sont censées être exécutables, et comment on va pouvoir se servir de ces spécifications pour piloter le comportement, l'implémentation, la qualité de notre applicatif. Pour ça, encore une fois, on va revenir à la spécification exécutable. Notre fameux fichier .feature qu'on a vu tout à l'heure, il va nous servir d'input, de point d'entrée pour nos tests.
qu'il soit automatisé ou pas, hein, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, si, encore une fois, on peut faire du BDD et on peut en faire très bien sans automatiser de test. Le point central, c'est la spécification, la conversation, vous l'avez bien compris. Donc, notre point d'entrée, la spécification exécutable, dans un premier temps, va nous permettre, en quelque sorte, de piloter l'avancement de l'implémentation des comportements. Un truc tout simple, c'est que on a toute notre liste de spécifications et au fur et à mesure de l'évolution des tests, on a ces spécifications exécutables qu'on va pouvoir justement exécuter, que ce soit automatiquement ou manuellement, peu importe, et qui vont nous donner un état d'avancement. Au-delà de OKKO, est-ce qu'il est implémenté? Est-ce que non, c'est pas implémenté? Deuxième point, c'est que ça va nous permettre de piloter la qualité. Là, on met test, donc c'est la deuxième ligne. Là, on met test automatisé, mais encore une fois, on pourrait être sur du test 100% manuel. Mais d'un côté, on a nos spécifications qui sont donc spécifications du comportement, mais qui au fond sont des tests, hein, même si le mot est chargé, etc., ça reste des tests. Donc notre spécification exécutable, on a les résultats de nos tests à côté. Voilà, on va pouvoir piloter le comportement et l'implémentation et la qualité de cette implémentation via les résultats de tests. Et encore une fois, tout le monde aura partagé tout au long du cycle de développement, depuis la spécification jusqu'au test, donc jusqu'à la documentation. Tout le monde parle de la même chose, tout le monde a partagé et à contribuer en quelque sorte à ces spécifications. Tout le monde les comprend, tout le monde les accepte. Et donc, le reporting de test, plutôt qu'avoir un tas de tests qui ne parlent pas trop au métier parce qu'ils sont un peu écrits, enfin, on n'utilise pas tout à fait le même vocabulaire, et puis ça ne parle pas non plus totalement management parce que on ne parle pas de commande d'un côté, mais de delivery, enfin voilà. On va pouvoir avoir cette compréhension commune, encore une fois. Et enfin, dernière chose, et on va voir là après dans la démonstration, c'est la documentation vivante exécutable. On l'a vu au tout départ dans les bienfaits, en quelque sorte, qu'apportaient les différentes itérations, les différents concepts qu'essayait d'apporter Dan North au tout début. C'est que nos tests qui sont décrits par des spécifications qui vraiment portent, ou une description métier, vont permettre de faire émerger une documentation vivante. Nos tests vont nous permettre de documenter qu'est-ce que fait ou ne fait pas notre application, et de par les résultats de ces tests, vont pouvoir nous donner, en plus de la documentation, la qualité de cette implémentation. Donc, on a vu nos trois lignes directrices: la découverte, la spécification, le pilotage. Encore une fois, si aujourd'hui vous deviez partir avec une seule idée, on va voir là une démo de test automatisé, mais la seule idée, et le seul limite, si vous partez avec un seul mot, c'est le mot conversation, c'est le mot dialogue, et c'est vraiment le point central du BDD. Au-delà du test, au-delà de l'automatisation, au-delà de ceci, cela, c'est vraiment le point central. Mais ceci étant, comme on a vu en intro, c'est pas un framework de test, c'est pas un framework d'automatisation de BDD, mais ça a une synergie ultra forte justement avec la partie test, avec la partie automatisation. Donc pour voir un peu ça, parce qu'on a beaucoup parlé, je vous ai beaucoup fait pratique, historique, etc. On va voir un peu une rapide démonstration de la partie justement comment ça se présente, la spécification exécutable, comment ça s'exécute tout simplement, et comment la documentation vivante émerge un peu de tout ça. Donc pour ça, on ne va pas rentrer dans le détail, rassurez-vous, mais c'est pour avoir un peu une petite vision d'ensemble, pour aussi parler d'outils dont vous entendez peut-être régulièrement parler, et un peu situer les choses. Notre système qu'on va tester, notre application là qu'on va tester, donc qui sera la fameuse calculatrice, en entrée, donc tout à gauche, on l'a vu, on l'a répété, on l'a répété, on l'a redit depuis le début. En entrée, en point d'entrée, c'est notre spécification, c'est notre fameux fichier feature, c'est notre Gherkin. Donc ça va être notre fichier en langage naturel, notre given when then, écrit en langage naturel. Cette spécification, elle va être processisée en quelque sorte par ce qu'on va appeler un parseur.
Mais grosso modo, bah, là, on va retrouver notre fameux Cucumber, GBF, enfin voilà, différents outils. Mais la plupart du temps, on va retrouver Cucumber. Donc, ce parseur va, bah, en quelque sorte, on va le voir, va prendre ces bouts de phrases étant donné et va faire un peu un match avec derrière des steps, donc la troisième partie, qui vont être grosso modo du code qui va interagir avec notre système. Donc de ce point de vue-là, bah, ça peut être enfin, ça peut être du Java, du JavaScript, du Python, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme langage est possible derrière. Et au final, le bout, le socle un peu technique, c'est ce qu'on va appeler un peu un driver, c'est les librairies, les parties qui vont dialoguer justement avec notre système qu'on veut tester. Donc là, on va retrouver celui dont on entend souvent parler dans les tests d'interface web, le fameux Selenium, mais ça peut être tout aussi bien pour du test mobile, on va utiliser la librairie Appium. Si on veut tester du web service, on sera sur un client REST tout simplement. On peut imaginer de la base de données. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir enfin, voilà, la librairie qui va dialoguer avec le ou les systèmes qu'on est en train de tester. Et donc, pour notre démo, j'ai opté pour vous présenter ce qui, pour moi, est un des frameworks qui, justement, on parlait de symbiose, de la documentation, spécification exécutable, documentation vivante, un des frameworks qui pousse justement ce concept vraiment dans ses retranchements au plus loin. Donc, c'est Serenity BDD, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un framework qui a été créé par John Smart Ferguson, qui est un practitioner assez, enfin, très reconnu internationalement. Si vous voulez vous documenter, il a sorti quelques bouquins, notamment BDD in Action, que je peux que vous recommander. Et donc, il y a des idées très arrêtées et très argumentées, surtout, sur le BDD, sur l'automatisation, sur le test en général. Donc, voilà. Et l'idée de Serenity, donc voilà, c'est un peu quelque chose qui va chapeauter voilà, toute une couche technique. On va retrouver du Cucumber potentiellement, du Selenium, dans du Java. Il existe aussi une version JavaScript, enfin, voilà, qui va un peu permettre de manipuler tout ça. Et donc, on va voir, ce framework va pousser encore une fois au maximum dans ses retranchements, en quelque sorte, la documentation vivante, la spécification exécutable. Donc, hop, notre application, donc on va tester notre fameuse calculatrice, donc une calculatrice, comme vous voyez, extrêmement sexy et avec beaucoup de fonctionnalités. On fait des additions, des soustractions, etc. Donc ça, c'est notre applicatif. Et voici nos tests. Donc on est dans un IDE, mais voilà, encore une fois, vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans le détail technique. L'idée, c'est surtout de vous montrer justement que je ne vous ai pas menti depuis le début, en entrée de nos tests automatisés, on a notre fameux fichier .feature, notre spécification exécutable. En langage naturel, je ne vous ai pas menti, en tant que je veux, afin de nos scénarios avec notre given when then. Voilà, ça va être notre point d'entrée. Encore une fois, vous voyez, c'est du langage naturel. Donc, c'est ce scénario-là, ce fichier-là qui va être exécuté au final par notre test. Donc, on retrouve notre addition, on retrouve un deuxième pour la multiplication. On voit que, donc là, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail et ça pourrait faire l'objet d'un talk à part entière. Mais le langage Gherkin permet plein de petites astuces, plein de petites choses qui permettent de faciliter l'écriture, la compréhension, la lecture des tests. Typiquement, là, on voit qu'on n'a pas non pas un scénario, mais un plan de scénario. Et tout simplement, on va pouvoir exécuter un scénario avec des variantes. Donc là, en l'occurrence, on peut exécuter ce scénario un certain nombre de fois, juste en lui rentrant des inputs différents. Et ça évite d'avoir une redite et de pouvoir factoriser au maximum le tout. Donc voilà nos fichiers features. Et encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour ceux que ça intéresse, comment, enfin voilà, ça va être exécuté, tout ça, tout simplement, chacune de ces phrases derrière, dans le code,
d'un point de vue automatisation, bah, on va avoir un match en quelque sorte entre notre phrase et derrière tout simplement du code, encore une fois, là en l'occurrence Java, mais du Python, du JavaScript, tout ce que vous voulez. Donc il n'y a pas de magie, hein, c'est vraiment un truc bête comme chou, mais d'un côté, on a notre langage naturel et de l'autre côté, on a des bouts de code qui vont permettre, via Cucumber, de faire le lien entre justement ce langage naturel et du code qui va par ailleurs derrière interagir avec notre système. Donc là, on voit qu'on va ouvrir le navigateur, là, on va taper un certain nombre on va taper sur les touches, etc., etc. Donc, on va exécuter nos tests. Donc limite, c'est même pas limite, c'est la partie la moins intéressante de la chose. Donc, ok, super. Donc c'est la chose la moins intéressante. Donc on a la console qui nous raconte tout un tas de choses. En bas là, donc, on voit que la partie test démarre. En bas, je pense que ça va être un peu trop rapide, mais on va voir, hop, les instances de Chrome qui s'ouvrent. On voit dedans la calculatrice. Donc a priori, au moins il arrive à l'ouvrir et il fait des choses. Donc on a quelques tests, on en a 8 en tout. Ça va prendre quelques secondes, vous inquiétez pas. Et donc, hop, dans la console, déjà, bon, on a des retours, ce qui est toujours sympa. On voit que les tests sont passés et on voit que, hop, on attend juste qu'il ait fini. Voilà, qu'on a 2 tests qui sont passés. Et du coup, vous allez me dire, il en manque 6. Eh ben, il les met en erreur, ok. C'est pas très grave. Ah oui, il les met en erreur ici, mais en fait, c'est ici. Donc, on a 2 tests qui sont passés sur nos 8 et en fait, on en a 6 qui sont en pending, c'est-à-dire, encore une fois, un de l'intérêt du BDD, enfin du BDD. Si on revient, le BDD, ça vient du TDD, etc. Et ben, de la même manière, on va pouvoir, étant donné qu'on spécifie, qu'on crée nos spécifications, qu'on crée nos spécifications exécutables en amont pendant la phase de découverte, donc avant même le premier développement, avant même le premier test, on va pouvoir commencer à implémenter, enfin, en tout cas, à écrire ces tests d'un point de vue automatisé, et ces tests vont pouvoir, donc là, être en l'occurrence en état, en quelque sorte, non implémenté. Donc, on va pouvoir, au fur et à mesure, implémenter ces tests et les voir apparaître. Donc, dans la console, c'est sympa, mais bon, au niveau documentation, vous m'accorderez que c'est pas le truc le plus sympa. Le plus sympa, c'est le rapport qui a été généré automatiquement que je vais vous montrer dans quelques instants. Hop. Voilà, donc là, on est vraiment encore une fois, je vous dis ce que fait parfaitement ce framework qui pousse au maximum le côté documentation vivante, spécification exécutable. On trouve déjà les résultats de nos tests, c'est quand même plutôt pas mal. On a donc nos fameux 2 tests passants et nos 6 tests pending, donc en attente d'implémentation en quelque sorte. On voit qu'on a une certaine couverture fonctionnelle. On retrouve nos 2 features, l'addition et la multiplication avec pour chacun le coverage. Est-ce qu'il y a des OK, des KO, est-ce qu'il y a des pending, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On voit, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qu'on peut avoir un système de tag. Si on revient juste l'espace d'un instant ici sur nos fichiers features, on voit qu'on va pouvoir taguer. Par exemple, ce scénario-là, c'est la RG numéro 24. Ce scénario-là, il répond à l'issue, au bug qui est dans Jira, qui est de Jira 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, on va pouvoir taguer des tests selon ce que l'on veut. Et du coup, on va pouvoir, dans le rapport, les filtrer si on veut voir que ceux du sprint numéro 2, de la RG 24, etc. Donc, encore une fois, d'un point de vue documentation, etc., c'est plutôt appréciable. Et donc là, on est sur la vision test et on va voir la vision un peu exigence dans laquelle on va retrouver dans un premier onglet nos spécifications. Donc là, on est vraiment là, on a de la documentation. Notre application a deux comportements, 2 fonctionnalités, 2 exigences. Il additionne 2 nombres, il multiplie 2 nombres. Notre première exigence, additionner 2 nombres. Hop, on retrouve ici donc son nom, on retrouve ici sa description, donc qui correspond mot à mot ce qu'on a mis dans le fichier feature.
Il y a dans cette exigence, cette fonctionnalité, on a deux scénarios, donc on a deux critères d'acceptation qui sont au passage tous les deux en OK, donc c'est plutôt sympa à voir. On retrouve leurs détails, donc encore une fois du détail vraiment vision métier, on évite les je tape 7, je tape 0. Et on va avoir un deuxième onglet, donc la documentation, et de ce côté-là, après, la documentation vivante, et de ce côté-là, la qualité de l'implémentation. Donc on va retrouver nos fameux deux qui sont passants. On va retrouver nos deux scénarios ici, donc devrait additionner deux nombres, devrait additionner 0, 0. Ok, super. On voit que chacun ont 3 steps, toujours sympa à savoir, que les résultats sont OK. Et au final, si on rentre dans notre test, et là de façon totalement automatisée, donc c'est vraiment la force de la chose, sans que j'ai fait quelque chose de spécial dans le framework, automatiquement, je retrouve donc mon given, mon when, mon zen, qui sont exactement ce que j'ai écrit dans mon fichier feature. Si je déplie, je peux même avoir un peu plus de détails si j'ai bien implémenté côté automatisation, où je vois lorsque je tente d'additionner 2 et 7, c'est quoi mes étapes? Je tape 2, je tape plus, je tape 7, je tape égal, super. De façon aussi totalement automatisée, j'ai des screenshots automatiques en début et en fin d'étape. Hop. Donc si on revient sur notre j'additionne 2, j'additionne 7, au tout début, il y a 2, et ensuite j'ai fait le plus 7, j'ai fait le égal. Super. Et on l'a même au niveau des différents steps. Je tape 2, il a bien tapé 2. On voit que tout le monde est en succès. On a même combien de temps ça a pris, etc., etc. Et de la même manière, là, c'est pas le cas, mais en cas de chaos, on peut avoir la stack trace, on peut avoir tout un tas d'informations, pourquoi ça a échoué, un screenshot qui montre l'erreur s'il y en a une, etc., etc. Donc voilà, c'était l'idée, c'est vraiment de vous faire pointer du doigt un peu quand c'est via ce framework-là, comment, quand c'est poussé à son paroxysme en quelque sorte, le côté documentation vivante, exécution, spécification exécutable, vient encore une fois en symbiose avec les tests, avec l'automatisation, qui n'est pas un but, mais qui est encore une fois un outil, un moyen de tirer parti au maximum du framework. Et sur ce, je vous remercie. C'en est fini pour moi. Je vous remercie énormément de votre patience et de m'avoir écouté. Hop, je coupe ça et je vous remets la slide avec mes contacts. Si vous souhaitez discuter, me contacter sur LinkedIn, par mail ou via Twitter, si j'y arrive tout de suite, je vais vous remettre ça. Hop. Hop, voilà mes contacts. N'hésitez surtout pas, ce sera avec un plaisir qu'on pourra discuter, que ce soit test, automatisation, BDD, TDD ou de quelque chose de totalement différent, ce sera avec un grand plaisir. Donc encore une fois, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre écoute. Merci à UNUP pour l'espace, merci à UNUP pour tout. Et si vous voulez bien, on va prendre maintenant quelques minutes pour une séance de questions-réponses, si vous en avez, qui sont apparus. Oui, alors du coup, je vais faire un petit peu la parole des questions qui ont été dans le chat. On a une question qui était pour les juniors, peut-on assimiler les mini-tests à du TDD? Mais je pense que la personne qui a écrit cette question va devoir nous expliquer ce qu'elle entend par mini-test. Merci, tu as devancé mon questionnement. Alors, Donc, les prendre la parole si vous voulez expliquer votre question, sinon on va passer à la prochaine. Ouais, je vais prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, super. En fait, je voulais parler, quand on apprend à coder, généralement, moi j'ai appris en faisant des mini-tests. Donc en fait, on commençait à mettre la condition on codait, genre si on additionne 4 plus 2, alors on doit avoir 6, et on sortait un vrai faux à la suite. Et ce qui nous permettait en fait avant d'en arriver au mini-test, de coder avant. Je ne sais pas si je suis claire. Je pense qu'on parle de test unitaire, du coup.
Oui, enfin, pardon, des tests unitaires simplifiés, quoi. Ouais. Bah, c'est totalement ça, hein. C'est vraiment l'idée. Encore une fois, avant même que tu aies posé la première ligne de ta méthode qui fait l'addition, bah, tu vas écrire effectivement un test qui vérifie que la méthode que tu vas implémenter dans quelques instants, quand tu lui donnes 2 et 4, elle te retourne 6. Ok, Ok. super. Ensuite, tu vas écrire ton code qui fait juste 2 plus 6 en quelque sorte. Bon, là, c'est simplifié à Oui. l'extrême, mais c'est ça. Ton test, il est OK. Tu commences à refactoriser. Donc, plutôt que avoir les fameux chiffres magiques 2 et 4, bah, tu vas peut-être commencer à prendre des paramètres. Ton test, du coup, il va échouer. Et tu vas pouvoir le refactoriser. Enfin, voilà, c'est vraiment de manière itérative. Donc, c'est totalement ça. Des mini-tests, c'était du TDD avant l'heure, si tu veux. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Et du coup, on avait une seconde question, puisqu'on parle de TDD. On va continuer sur la lancée. Et c'était, peut-on faire cet atelier pour le TDD? Et par l'atelier, c'était au moment où on parlait des Tres Amigos. Ouais, bah, tout à fait. Enfin, pour moi, le principe du Tres Amigos, encore une fois, c'est de faire émerger les exemples, tout ça. Et ces exemples seront matérialisés au final par des spécifications qui seront au final des tests. Mais ces tests-là, effectivement, la stratégie test va indiquer en quelque sorte, bah, c'est plutôt des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests de système, d'acceptation. Enfin, après, c'est des tests, mais rien n'interdit à ce qu'on vient de voir là, les given one then, soit des tests unitaires. Après du coup, ça demande d'un point de vue. Encore une fois, toute la pratique, tout le BDD est parti de problématiques de TDD, donc qui sont souvent très très liées, qui sont principalement liées à des soucis, à la phase de test unitaire. Donc tout à fait, le BDD peut servir aussi bien, plus exactement, le BDD va servir à faire émerger les comportements, les tests, les exemples, etc. Mais ces comportements, tests, etc. peuvent s'appliquer aussi bien en tests unitaires que tests d'intégration, enfin voilà, sur toute la pyramide. Et du coup, il y avait Pierre qui a une question. Oui, j'ai une question. Donc en test-driven ou behavior-driven development, moi quand je vois l'atelier, j'ai l'impression que c'est axé du coup sur la partie test. Quel est l'impact pour l'équipe de dev, au sens vraiment les développeurs, quoi? Est-ce que du coup, qu'est-ce que ça change pour eux de fonctionner comme ça plutôt qu'en TDD ou plutôt qu'en encore une autre manière, en fait? Quand c'est appliqué à la note, au pied de la lettre, etc., ce que ça va changer, c'est que tu vas plus, c'est que avant de développer, tu vas avoir une conversation avec ton testeur, avec toi, avec toi-même, avec ton métier, avec ton PO, et tous les trois, vous allez discuter. OK, notre fonctionnalité, c'est ça. Ouais, mais par commande, t'entends quoi? OK, mais par client invalide, toi, t'entends quoi? Ouais, mais s'il n'est pas invalide, voilà, tu vas pouvoir dialoguer. Ça demande du temps, mais le point central, c'est d'avoir une conversation tous ensemble et que une fois que tu es sorti de cet atelier et le jour où tu prends dans ton sprint cette fonctionnalité, tu sais ce que ton PO, ce que ton testeur ont compris. Enfin voilà, c'est le point central, dis-toi, c'est le truc la compréhension commune. En fait, finalement, c'est un peu une manière de raffiner les user stories, quoi. Ouais, totalement. Tu vas pas te retrouver avec une spec de 10 pages de long, avec des ambiguïtés, avec des trucs, avec des trucs implicites, etc. Non, tu vas avoir des spécifications auxquelles tu as apporté ta pierre, pendant laquelle tu vas avoir posé tes questions, levé tes ambiguïtés, levé tes questions, etc. Et voilà, c'est vraiment, tu vas pouvoir partager avec tout le monde une vision commune de ce qui est attendu par le développement, par le comportement et par le test derrière, quoi. Et quand c'est pas fait, si je me permets d'ajouter, si cette conversation n'est pas faite, j'ai vu des cas où les gars, ils avaient fait plein de tests unitaires automatisés, mais ça testait rien du tout. Mais ils n'avaient rien compris. Ouais, c'est ça, tu te retrouves à faire, parce que en tant que développeur, si tu testes ton propre code, tu vas tester ce que tu as développé, ce que tu as compris. Mais ce que tu as compris, ce que tu as développé n'est pas forcément ce que le PO avait pensé t'expliquer. Et le testeur, lui, derrière, au fond de la chaîne, il a compris peut-être un truc encore différent de ce que toi, tu as compris tu vois.
C'est pour ça, le truc, le point central, c'est, je te dis, comme je disais, c'est pour ça que le truc driven development, surtout le côté development, c'est un peu, dis-toi, c'est un framework de dialogue, de conversation. C'est pour faire émerger la conversation autour des différents acteurs et pouvoir, toi, quand tu vas commencer à développer, être serein sur ce qui est attendu, sur ce que tu as compris, sur les loups que tu as pu voir en amont, etc., quoi. Ça marche, merci. Et du coup, il y a Olivier qui lève la main. Salut Olivier. Salut Natacha, salut Laurent, merci pour ces explications, c'est super intéressant. Alors moi, de ma petite expérience de product owner, on est souvent chargé, donc tout ce qui est exigence, ça ressemble beaucoup aux user stories et les critères d'acceptation, j'étais souvent amené à les utiliser. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que justement les tests unitaires qui sont souvent donc au niveau du code et qui relèvent plus souvent des développeurs, ils ne soient pas un peu abandonnés? Dans le sens où l'équipe de dev va dire, bon, de toute façon, à partir du moment où les critères d'acceptation, les tests de fonctionnalité passent, à quoi ça sert de faire les tests unitaires? Et finalement, est-ce que c'est pas une mauvaise chose? Ça pourrait faire gagner du temps. J'entends, mais j'ai envie de te dire qu'on pourrait avoir exactement la même problématique sans le BDD. À partir du moment où j'ai un testeur qui va faire les tests d'acceptation, pourquoi je vais m'embêter à faire du test unitaire? Et là, on sort carrément du BDD et on va vers des problématiques de stratégie de test, etc. Et la fameuse pyramide de test, je vois Natacha se marrer, mais voilà, la fameuse pyramide de test, c'est-à-dire ma pyramide pour être solide, il faut une bonne base de tests unitaires parce que c'est les tests qui coûtent les moins chers, qui sont les plus faciles à produire, qui détectent les problèmes les plus tôt, donc qui permettent de corriger au moins cher. Tu vois, je pense pas que le BDD ajoute, on va dire, en quelque sorte, à la problématique. Je pense que tu l'auras, si tu l'as avec le BDD, tu l'aurais eu, je pense, sans le BDD. Le côté, il y a des testeurs, ils vont tester, je vais pas m'embêter à faire des tests unitaires. Et du coup, je pense que c'est vraiment une problématique un peu plus globale de stratégie de test, d'entreprise, de projet, slash d'équipe. Vois à quel niveau tu mets ça. Mais voilà, c'est une problématique de stratégie de test et qui doit être partagée par tous. Et voilà, quoi. J'espère avoir répondu. Oui, 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 j'ai pris des notes pour les futurs développeurs. Et est-ce que, juste, dans le definition of done pourrait justement servir à ça en disant, bon, bah voilà, on discute, comme tu dis, la conversation est importante et on dit dans le definition of done, on met ces tests-là, Ah, totalement, pour totalement. valider un. Bon, là, on est dans le Scrum, mais d'accord. Ouais, mais carrément. J'ai même envie de dire que c'est limite la raison d'être de la definition of ready et de la definition of done. Côté definition of ready, pour aller à l'extrême, après il y a des. Mais je ne prends pas une US si on ne l'a pas passé en Tres Amigos. Je vais pas, tu vois, je vais pas prendre une US si on n'en a pas discuté, parce que sinon on arrête le BDD, on arrête tout et on revient à l'ancienne, quoi. Et de la même manière, dans la definition of done, tu peux intégrer, OK, il faut que le code soit développé tant qu'à faire, il faut qu'il y ait un certain taux de tests unitaires, il faut que les tests, s'il y a un testeur agile dans l'équipe, qu'il ait été validé. Enfin voilà, tu vas pouvoir justement ajouter ces critères-là dans la definition of done. C'est vraiment, pour moi, c'est si tu veux aider les équipes justement à s'approprier le test unitaire, à le prendre vraiment comme une routine, c'est un point central que de l'inscrire dedans. Ouais. C'est bon pour toi, Olivier? Oui, c'est parfait, merci. Super. Du coup, il y avait une nouvelle question dans le chat qui était comment s'applique le principe d'exhaustivité des tests impossibles en BDD? Et alors, attention, double question. Doit-on couvrir par des tests automatisés tous les exemples illustrant les exigences? Très bonne question. Ouais. Comme tu as commencé à y répondre, l'exhaustivité des tests, de toute façon, qu'on soit en BDD, en TDD, en rien, que ce soit du test automatisé, manuel ou quoi, c'est totalement illusoire. La moindre application qui va plus loin qu'un simple formulaire de login, et même là, à la rigueur, c'est totalement illusoire, clairement. Après, il y a plusieurs choses. Il y a
Le premier, c'est est-ce qu'on doit un des sujets, c'est est-ce qu'on doit, on a tout un tas de, donc on a tous nos exemples, toutes nos spécifications exécutables, est-ce qu'on doit tout automatiser? Encore une fois, ce n'est pas une problématique spécifique BDD, c'est une problématique qu'on peut avoir avec de l'automatisation sur des façons de faire, on va dire, un peu plus classiques, entre guillemets, et on va voir la même problématique. Est-ce qu'on doit tout automatiser? Bah, c'est pour ça que l'intérêt du Tres Amigos, en plus plus que du Tres Amigos, d'avoir des esprits différents pendant la découverte, c'est que bah, on a le testeur, on a l'esprit du testeur qui va pouvoir dire, OK, bah non, pas l'exhaustivité des tests, mais de mon point de vue, bah justement, les cas aux limites, les choses comme ça, il va pouvoir apporter cette valeur-là. Mais on a aussi le PO qui, lui, connaît la valeur et va pouvoir dire, ouais, mais cet exemple-là, je sais que le métier l'utilise très peu et passe plutôt par cet écran-là ou par ce workflow-là. Bref, enfin, voilà, c'est vraiment une décision, entre guillemets, et ouais, une décision et des prises et des conversations, encore une fois, collégiales qui va pouvoir, bah, c'est pas le testeur, lui, le pauvre tout seul, qui va pouvoir dire bah, ça on automatise ou pas. C'est tout le monde qui va pouvoir apporter de la même manière que sur la découverte du truc, de pouvoir dire bah, ça j'automatise, ça bah, je pense que ça vaut pas le coup d'automatiser parce que le développeur pense que c'est très complexe, parce que l'Ops pense que c'est très complexe parce que il faut des bouchons sur 10 web services différents. Le PO pense que c'est pas utile, enfin ça portera pas trop de valeur parce que c'est une fonctionnalité, enfin un exemple qui est très très peu usité. Et encore une fois, le testeur, lui, sky aux limites, il y a peu de chances que ça arrive. Enfin voilà, c'est une gestion du risque, c'est le principe du test. C'est une gestion du risque, mais qui, c'est l'avantage là, pour le coup, sera un peu partagé et sera pas seulement sur les frêles épaules du testeur, quoi. Et du coup, il y a Besma qui lève la main pour poser une question. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, très bien. D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Et en fait, j'avais une petite question concernant donc la limitation avec le BDD. Là, on a vu donc les avantages avec le BDD, mais selon votre expérience, existe-t-il des limitations en fait en utilisant donc cette méthodologie, disons, de BDD? Voilà. Des limitations dans la théorie, j'ai envie de dire, pas trop, mais dans la pratique, la limitation numéro 1, c'est l'humain. C'est bête, mais comme tout, l'humain, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque meet-up qui tourne un peu autour de l'agilité, mais l'humain, il n'aime pas le changement. C'est un être routinier et le plus complexe, au-delà de l'automatisation ou pas, ou savoir mes exemples, mes spécifications, quoi, le plus complexe, ce qui est vraiment le plus dur et ce qui, je pense, fait échouer la plupart, quand il y a un échec de mise en place, on va dire, du BDD, je pense que la raison principale, c'est l'humain parce que c'est très compliqué, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande une conduite du changement. Et je pense que c'est vraiment le truc central. Après, je te dis d'un point de vue théorique, c'est justement d'un point de vue théorique, c'est tout beau, tout gentil, mais justement, quand tu commences à essayer d'implémenter la chose, c'est là que tu vois que tu te heurtes surtout à des problématiques humaines. Mais voilà, après, c'est de la conduite du changement. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, j'ai plus de questions. Alors, à moins que quelqu'un en ait une de dernière minute. Sinon, on va pouvoir conclure. Laurent, merci de ta présentation de ce soir. C'était vraiment top. On vous remercie à tous. On vous remercie à tous d'être venus, d'avoir participé à nos Meetup by UNUP. Ce mois-ci, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, petit changement, on renouvelle ça dès le 23 avec Bertrand qui nous parlera de web décentralisé. Donc, save the date, le 23 juin, 18h30, Bertrand nous parle web décentralisé dans les Meetup by UNUP. On vous attend et puis merci encore pour ce soir et à très bientôt.